À 2h30 du matin, Ouagadougou s'est éteint d'un seul coup, comme si quelqu'un avait tiré sur l'interrupteur d'un pays entier. 30 secondes plus tard, une explosion parfaitement synchronisée a brisé le silence, prouvant que cette nuit obéissait plus à un calcul qu'au hasard cruel de l'histoire. Que révèle un tel minutage sur la vulnérabilité d'un État dont le chef de la transition, Ibrahim Traoré, est censé garder chaque seconde sous contrôle? Car lorsqu'une capitale sombre en 1 minute, c'est toute une souveraineté déjà fragile qui vacille dans l'ombre. Cette nuit du 14 août n'a pas seulement révélé une attaque spectaculaire, elle a exposé les lignes de fracture invisibles qui décident désormais de la stabilité d'un État moderne. Pour comprendre ce qui s'est joué, il faut suivre un fil simple mais décisif. La souveraineté ne se mesure plus seulement en frontières physiques, mais en contrôle de l'information. C'est précisément ce que cette affaire met en lumière à travers une chaîne d'action d'une précision rarement observée dans la région. L'enjeu pour le Burkina Faso dépasse donc l'attentat lui-même. Il s'agit de comprendre comment une intrusion numérique peut ouvrir la voie à une paralysie politique, à un chaos économique ou à une guerre d'influence menée depuis l'étranger. En retraçant pas à pas le déroulement de cette nuit, puis les heures qui ont suivi, ce récit va montrer comment une crise technique devient un test de souveraineté nationale, et pourquoi chaque décision prise dans l'obscurité peut redessiner l'équilibre du pouvoir. Car au cœur de ce qui semble n'être qu'un incident se cache une véritable bataille pour définir l'avenir du pays. La première révélation tombe dès l'analyse des tout premiers instants. En 18 minutes et 37 secondes, le réseau électrique national s'est effondré avant de basculer sur les générateurs d'urgence. Cette durée anormale, loin des coupures habituelles de Ouagadougou, indique qu'un sabotage interne avait précédé l'explosion. Deuxième donnée clé, entre 2h29 et 2h51, le trafic internet sortant a chuté de 68%, tandis que des paquets cryptés étaient redirigés vers des serveurs situés hors du continent. Ces chiffres, secs mais implacables, dévoilent une opération préparée bien avant l'attaque physique du quartier présidentiel. C'est seulement après avoir posé cette ligne de temps objective qu'on peut replacer la scène dans son contexte. À 2h30, la capitale sombre dans le noir, les caméras de surveillance cessent de transmettre, puis une explosion secoue le secteur présidentiel avec une précision militaire. Les forces de sécurité, coupées de leurs communications internes, sont prises de court en moins de 5 minutes. Des véhicules sans plaques traversent les intersections, profitant du brouillard numérique créé par le brouillage radio et l'effondrement des réseaux. Dans le centre de commandement, Ibrahim Traoré suit la progression de l'assaut depuis un système isolé et alimenté par une source d'énergie indépendante. C'est là qu'apparaît la cohérence des premières données. Les unités qui ne répondent plus ne sont pas simplement désorganisées, elles ont été neutralisées à travers une séquence pensée pour priver l'État de sa capacité de réaction. La simultanéité entre coupure électrique, attaque cybernétique et intervention physique montre une logique unique, une opération hybride visant à frapper la souveraineté du pays à plusieurs niveaux. En réunissant ces éléments, une vérité apparaît. Ce qui s'est joué cette nuit-là n'est pas un attentat isolé, mais le point de rencontre entre technologie, infiltration et stratégie géopolitique. Et la question initiale du lecteur trouve ici un début de réponse. Si tout a basculé si vite, c'est parce que l'attaque avait déjà commencé bien avant l'explosion. Dans les heures qui suivent l'explosion, 2 figures deviennent essentielles pour comprendre l'ampleur réelle de la crise. La première est le capitaine Sawadogo, ingénieur en cybersécurité appelé en urgence dans le bunker sous le ministère de la Défense. Devant lui, une mission précise. Reconstituer chaque seconde de l'attaque, remonter les flux, isoler les intrusions. En revisitant les journaux systèmes, il découvre que les serveurs gouvernementaux avaient été infiltrés bien avant la coupure d'électricité. Ce constat, froid et méthodique, confirme que l'effondrement numérique n'a pas été une réaction à l'assaut, mais une étape de préparation. La seconde figure est celle d'une unité de soldats chargée de sécuriser les points névralgiques de la capitale dans un environnement privé de communication. À travers leur déposition, un tableau se dessine. Des signaux brouillés, des ordres transmis trop tard, des drones inconnus survolant le ciel et une ville qui semble fonctionner hors de ses repères habituels. Leur expérience décrit, presque malgré eux, un terrain où l'ennemi sait précisément où frapper pour provoquer une désorganisation maximale.
Ces deux récits, celui du technicien plongé dans les traces numériques et celui des soldats confrontés au vide opérationnel, révèlent le même point de fracture, la perte simultanée de vision et d'action. C'est ce déficit, à la fois technique et humain, qui permet à l'attaque de s'amplifier sans rencontrer de résistance cohérente. En quelques heures, le Burkina Faso découvre qu'un État peut vaciller, non pas lorsque ses murs cèdent, mais lorsque ses capteurs deviennent aveugles. Et la question s'impose, si l'obscurité a surpris si vite les équipes les mieux préparées, que reste-t-il pour affronter l'étape suivante ? Le déclenchement survient à un moment où rien ne laisse présager une rupture. À 2h30, la capitale s'éteint d'une seule traite. Pas de fluctuation progressive, pas d'alerte en amont, juste une extinction nette, maîtrisée. En moins de 30 secondes, le noir n'est plus seulement une absence de lumière, mais un outil stratégique. Les systèmes de surveillance cessent simultanément de transmettre, comme si une main invisible avait tiré d'un geste précis sur les fils nerveux de l'État. C'est cette synchronisation initiale qui donne le ton. L'opération ne cherche pas à provoquer la panique, mais à retirer au pouvoir ses instruments de perception. Le basculement vers le haut degré de tension intervient presque immédiatement. Une explosion secoue le quartier présidentiel, brève mais chirurgicale, conçue pour frapper la chaîne de commandement symbolique, plutôt que pour infliger des pertes massives. Au même moment, plusieurs unités signalent la disparition partielle de leur communication radio. D'autres, isolés, rapportent des bruits de moteurs provenant de véhicules sans plaque circulant sans phare. Dans cette confusion, un détail récurrent apparaît. Les brouilleurs utilisés semblent neutraliser les drones et empêcher les transmissions sécurisées. Cela signifie que les assaillants, loin d'improviser, disposent d'un niveau de préparation rarement observé dans la région. À partir de là, le chaos se déploie comme un cône, s'élargissant à mesure que l'information se raréfie. Les unités les plus proches du périmètre tentent de se regrouper, mais le brouillard numérique brouille les repères. Les forces extérieures au centre-ville attendent des ordres qui n'arrivent pas. L'absence de communication crée une seconde forme d'attaque, plus insidieuse, la paralysie décisionnelle. Dans un état où le réseau joue déjà un rôle fragile, cette incapacité à transmettre modifie la dynamique habituelle de la réponse militaire. Pendant que la dimension physique s'intensifie, la dimension numérique atteint un autre palier. Le trafic sortant du Burkina Faso s'effondre, tandis que des paquets cryptés sont déroutés vers des serveurs étrangers. Ce transfert n'est pas un vol classique de données, c'est une extraction en direct, pensée pour nourrir une opération de contrôle et d'appréciation en temps réel. Le pays perd simultanément sa voix et une partie de sa mémoire numérique. C'est cette perte invisible à l'œil nu qui constitue l'un des points les plus critiques de l'attaque. Puis vient la résonance, la phase où les effets en chaîne dépassent les intentions initiales. Les marchés ralentissent, les banques suspendent une partie de leurs transactions et la population commence à spéculer sur ce qui se passe réellement. Quelques messages non vérifiés passant entre les mains de civils paniqués, puis sur les réseaux sociaux où ils se transforment en rumeurs incontrôlables. À ce moment précis, l'attaque change de nature. Elle devient psychologique. Le pouvoir officiel n'a toujours pas communiqué, conscient qu'un message précipité pourrait alimenter encore plus la confusion. Au centre de commandement, Ibrahim Traoré observe cette double crise, technique et perceptive, avec une contrainte singulière, agir vite sans donner prise à la manipulation. De son écran isolé, il active le confinement militaire autour du palais et ordonne le déploiement d'unités vers les points stratégiques. Ces gestes, mesurés mais fermes, constituent la première tentative de rétablir un minimum de cohérence opérationnelle. Pourtant, la réalité demeure implacable. L'attaque a imposé son rythme et l'État doit désormais répondre dans un domaine qu'il ne contrôle plus totalement. C'est ici que la mécanique de la crise change. Après le choc initial et la dispersion, vient le moment où chaque décision prise dans l'urgence peut redessiner la suite des événements. La compréhension réelle de l'attaque ne peut émerger qu'en observant les chiffres qui balisent la nuit du 14 août. Le premier jeu de données concerne la panne électrique initiale. 18 minutes et 37 secondes séparent l'extinction totale du réseau et la mise en route des générateurs d'urgence. Pour une capitale
habitués à des micro-coupures brèves, ce laps de temps est révélateur. Les ingénieurs de la Société énergétique nationale confirment que la déconnexion s'est faite depuis l'intérieur, par une action intentionnelle. Cette durée, en apparence anodine, expose un delta critique. Auparavant, les coupures n'excédaient jamais 5 minutes. Cette fois, elles ont duré près de 4 fois plus longtemps. Le système n'a pas cédé, il a été ouvert. Le deuxième ensemble de chiffres concerne les flux numériques. Entre 2h29 et 2h51, le trafic internet sortant du pays chute de 70%, un effondrement trop abrupt pour résulter d'un incident classique. Simultanément, des paquets cryptés sont dirigés vers des serveurs situés en Europe, identifiés comme appartenant à des entités privées, travaillant sur des programmes militaires. Ce pourcentage n'est pas qu'un indicateur technique. Il montre une volonté de couper le pays de l'extérieur tout en siphonnant les données nécessaires à une prise de décision à distance. Là encore, le delta entre le fonctionnement normal et l'effondrement soudain permet de comprendre que l'intrusion n'était pas réactive, mais préparée. Le troisième chiffre, sans doute le plus parlant pour la population, concerne l'impact économique direct. Dans les 24 heures qui suivent l'attaque, les systèmes bancaires enregistrent 7 heures et 12 minutes d'interruption sur les transactions interbancaires. Cette paralysie bloque près de 2,8 millions de dollars dans les circuits internes, selon la Banque centrale. Pour un pays dont le PIB journalier était d'environ 53 millions de dollars, cette interruption représente une perte sèche de plus de 5% de la productivité quotidienne. Ce constat transforme une donnée abstraite en réalité tangible. Une cyberattaque peut atteindre la valeur économique d'une nation sans déployer un seul char. En réaction à cette accumulation de preuves, les équipes techniques placées sous la supervision d'Ibrahim Traoré procèdent à un audit complet des infrastructures numériques, publiques et militaires. Le résultat est sans appel. 41% des serveurs gouvernementaux utilisent encore des protocoles de chiffrement obsolètes. Ce chiffre, brut et inquiétant, déclenche une directive présidentielle imposant des systèmes à double authentification ainsi qu'un centre national de cyberdéfense. Derrière cette donnée froide se cache une transition politique. La transformation d'un État vulnérable en un État conscient de sa surface d'exposition. Enfin, les chiffres liés à la propagation des rumeurs montrent que la crise ne s'est pas seulement déroulée sur les réseaux matériels. En moins de 9 minutes après la première explosion, plus de 3200 messages évoquant la chute du gouvernement circulent en ligne. 62% d'entre eux proviennent de comptes automatisés créés la veille. Ce dernier delta, entre l'information réelle et l'information générée, révèle une stratégie parallèle destinée à miner la confiance. En rassemblant ces données, une image se dessine. L'attaque n'est pas un événement soudain, mais une trajectoire orchestrée. Chaque chiffre devient une pièce du puzzle qui montre comment le Burkina Faso a basculé d'un fonctionnement nominal à un état de siège numérique. Deux lectures majeures émergent lorsqu'on examine l'attaque sous un angle strictement analytique. La première, défendue par certains observateurs régionaux, affirme que l'opération pourrait provenir de factions internes profitant de la fragilité politique du pays. Les tensions persistantes entre différentes unités militaires, combinées au précédent coup d'État dans la région, semblent accréditer l'idée d'une action opportuniste. Dans ce scénario, l'attaque du 14 août serait l'aboutissement d'un climat de rivalité, de défiance institutionnelle et d'ambition locale cherchant à exploiter les zones d'ombre du pouvoir. La seconde hypothèse, soutenue par des experts en cybersécurité et plusieurs diplomates africains, pointe une toute autre direction. Les caractéristiques techniques de l'attaque, synchronisation millimétrée, brouillage ciblé, code cryptographique renvoyant à des infrastructures étrangères, dépassent de loin la capacité d'un groupe national. Le niveau de préparation observé, la simultanéité des actions et l'utilisation de matériel comparable à celui repéré lors d'opérations en Syrie ou en Libye suggèrent une intervention possédant des ressources étatiques. Ici, l'événement ne serait plus un épisode local, mais l'expression d'un bras de fer géopolitique visant à tester la souveraineté du Burkina Faso. Le Stillman exige de présenter ces deux hypothèses à leur meilleur niveau.
Dans la première, les facteurs internes sont suffisamment solides pour expliquer la vulnérabilité du pays. Un appareil sécuritaire fragmenté, des tensions politiques, des acteurs motivés. Dans la seconde, les éléments techniques sont trop spécifiques pour être ignorés. Signature numérique étrangère, flux détournés, brouilleurs sophistiqués. C'est précisément ce que relève la commission mixte mandatée par les autorités. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, elle examine les deux pistes sans précipitation, afin de ne pas transformer la crise en affrontement diplomatique. Les résultats préliminaires montrent que les signatures analysées correspondent à des structures déjà impliquées dans d'autres opérations hybrides hors du continent africain. Autrement dit, chacun des blocs explicatifs semble cohérent, mais le poids des indices techniques incline vers une origine extérieure. Ainsi, l'opposition apparente entre hypothèse interne et hypothèse externe cède la place à une conclusion nuancée. La vulnérabilité nationale peut venir de l'intérieur, mais l'architecture de l'attaque porte la marque d'une expertise dépassant largement les capacités locales. 8 secondes suffisent. C'est le temps nécessaire pour comprendre que la crise a changé de nature. Après l'assaut physique et la paralysie numérique, une troisième phase s'active dans l'ombre, la guerre de la perception. En moins de 24 heures, plus d'1 millier de publications coordonnées apparaissent sur les réseaux sociaux, accusant le gouvernement d'avoir orchestré lui-même l'attaque. Les messages sont traduits simultanément en anglais, en russe et en arabe. Preuve d'une campagne pensée pour franchir les frontières linguistiques et semer le doute à grande échelle. Sous les directives directes d'Ibrahim Traoré, une cellule spécialisée analyse ces contenus. Les premières conclusions montrent que les comptes impliqués suivent des schémas déjà repérés dans d'autres crises africaines. Profil créé récemment, synchronisation parfaite, vocabulaire identique d'une langue à l'autre. L'objectif devient clair. Fracturer la confiance avant même que les faits ne soient établis. C'est ici que se situe le véritable midpoint. La prise de conscience que l'attaque ne vise plus seulement les infrastructures, mais le lien invisible entre l'État et la population. Le pouvoir ne se mesure plus en capacité de réaction militaire, mais en capacité de résister au doute. La bataille se déplace du terrain physique au terrain émotionnel, où chaque perception peut devenir une arme. Les jours qui suivent l'attaque transforment le Burkina Faso en laboratoire grandeur nature des vulnérabilités modernes. Les répercussions se déploient simultanément sur 4 fronts, révélant que la crise n'a pas seulement touché une capitale, mais l'architecture entière d'un pays. Pour l'État, le choc est immédiat. Plus de 60% des réseaux administratifs deviennent inaccessibles durant 48 heures. Les ministères reviennent au papier, les communications diplomatiques sont suspendues et les services essentiels fonctionnent dans un mode dégradé. Ibrahim Traoré convoque rapidement le Conseil de sécurité nationale afin de fixer une ligne de conduite centrée sur une transparence mesurée. La restauration de la confiance interne est la priorité absolue donnée à la cybersécurité. L'État apprend à fonctionner comme un organisme isolé de son environnement numérique, découvrant la fragilité de sa continuité institutionnelle. Pour les entreprises, les dégâts économiques s'élargissent rapidement. Les banques et les opérateurs télécoms, pivots de l'activité quotidienne, subissent des pertes dépassant 15 millions de dollars en 2 jours. Les petites entreprises, privées de systèmes de paiement électronique, improvisent des circuits de confiance directe, redécouvrant une économie de proximité qui échappe temporairement au réseau global. Cette résilience forcée met en lumière une ambiguïté. La dépendance technologique rend les structures vulnérables, mais la souplesse locale peut amortir une partie du choc. Pour les citoyens, la crise devient un choc psychologique. Dans les rues de Ouagadougou, la peur cède vite la place au doute. Rumeurs de trahison interne, accusations d'ingérence étrangère, soupçons de manipulation. L'information circule plus vite que les confirmations officielles. Ibrahim Traoré s'adresse alors à la nation à travers des radios locales indépendantes, appelant à la patience, à la dignité et à la vigilance. Ce discours marque un tournant. La population doit devenir actrice de sa propre stabilité et non simple spectatrice d'un affrontement invisible. Pour la région, l'onde de choc résonne bien au-delà des frontières. Le Mali et le Niger renforcent leurs patrouilles, redoutant une contagion stratégique. L'Union africaine convoque une session spéciale sur la sécurité numérique. Dans les coulisses diplomatiques,
les grandes puissances observent sans intervenir ouvertement, conscientes qu'une implication trop visible pourrait trahir leurs propres intérêts ou méthodes. L'incident burkinabé devient un point de référence, un test grandeur nature de la souveraineté informationnelle dans le Sahel. Ces 4 dynamiques montrent que l'attaque n'a pas seulement causé un effondrement ponctuel, elle a créé un écosystème de conséquences où chaque fragilité en révèle une autre. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est plus de restaurer ce qui existait, mais de comprendre comment reconstruire un pays qui a vu sa confiance interne et externe vaciller en quelques heures. Les mois qui suivent détermineront si le Burkina Faso transforme la crise en point d'inflexion ou s'il glisse vers une instabilité prolongée. 3 trajectoires, chacune plausible, se dessinent selon la manière dont l'État gère l'après-attaque et renforce sa souveraineté numérique. Dans une première perspective, le pays entre dans une phase de stabilisation progressive, où les réseaux essentiels se rétablissent lentement et où la confiance institutionnelle se reconstruit pas à pas. Le gouvernement rétablit lentement les réseaux essentiels et restaure un minimum de confiance institutionnelle. Les réformes initiées sous la supervision d'Ibrahim Traoré, renforcement de la cybersécurité, formation accélérée de techniciens, procédures budgétaires plus transparentes commencent à produire des effets. L'économie se redresse modestement, les entreprises retrouvent leur fonctionnement habituel, mais le pays demeure prudent, conscient que la menace n'est ni totalement comprise, ni totalement écartée. Dans ce scénario, la résilience se construit au rythme d'ajustements techniques et administratifs. Dans une perspective plus favorable, la crise devient un levier stratégique, permettant au Burkina Faso de consolider ses alliances régionales et de moderniser ses infrastructures critiques. Le Burkina Faso change d'échelle en transformant la crise en opportunité stratégique. En renforçant ses alliances avec le Mali et le Niger, le pays pose les bases d'une coopération inédite en matière de défense numérique. Les infrastructures critiques sont modernisées grâce à des partenariats ciblés et une économie plus diversifiée commence à émerger. La souveraineté technologique, jusque-là théorique, se traduit par des avancées concrètes. Dans cette vision, la crise du 14 août devient un catalyseur d'autonomie. Dans une perspective plus critique, la situation pourrait glisser vers une spirale d'instabilité alimentée par des tensions internes et des cyberattaques persistantes. Si les tensions internes s'aggravent et que les cyberattaques persistent, la confiance publique pourrait s'effondrer durablement. Les puissances étrangères profiteraient alors du vide institutionnel pour renforcer leur influence, en particulier dans les secteurs miniers et énergétiques. L'économie entrerait en récession prolongée, la monnaie se déprécierait, et Ibrahim Traoré serait contraint de centraliser davantage le pouvoir, au risque d'alimenter la contestation. Dans cette configuration, le pays deviendrait un terrain d'affrontement géopolitique ouvert. Entre ces 3 chemins, une constante demeure. La souveraineté n'est jamais acquise. Elle se construit quotidiennement à la croisée de la vigilance, de la maîtrise informationnelle et de la capacité à choisir ses alliances. La manière dont le Burkina Faso naviguera dans cette période décidera de sa trajectoire pour les années à venir. Derrière les analyses techniques et les scénarios stratégiques, un autre terrain se révèle déterminant, celui des expériences quotidiennes. Dans les quartiers de Ouagadougou, la nuit du 14 août reste un traumatisme partagé. Les coupures soudaines, les explosions lointaines, l'absence d'informations fiables ont créé une brèche psychologique que ni les communiqués officiels ni les bilans chiffrés ne suffisent à combler. Les enfants redoutent désormais les fluctuations de lumière et les familles conservent des radios portatives comme lien minimal avec le monde extérieur. Pour les travailleurs urbains, la crise a révélé la fragilité des outils numériques dont dépend leur quotidien. Les interruptions bancaires ont bouleversé les salaires, les petits commerces ont dû improviser des systèmes de paiement alternatifs et les transports ont fonctionné dans une confusion prolongée. Le choc économique devient ainsi un choc social. Chacun découvre à quel point un simple flux de données peut conditionner la capacité de travailler. Pour les jeunes, la crise renforce un sentiment ambivalent. D'un côté, l'événement montre la vulnérabilité du pays face aux puissances extérieures. De l'autre, il révèle l'importance cruciale de compétences techniques nouvelles. Beaucoup expriment un intérêt croissant pour les métiers de la cybersécurité, conscients que le futur ne se jouera plus seulement dans les rues, mais dans les réseaux.
Cette prise de conscience constitue un levier essentiel pour l'avenir. Pour les familles et des quartiers périphériques, la crise rappelle la valeur de la solidarité locale. Lorsque les systèmes officiels se sont effondrés, les liens communautaires ont pris le relais. Partage d'informations, entraide logistique, relais de messages essentiels. Cette résilience silencieuse montre que la stabilité d'un pays repose aussi sur des structures sociales minuscules, mais robustes. L'attaque du 14 août n'a donc pas seulement ciblé l'État, elle a redessiné la manière dont les Burkinabés perçoivent leur place dans la sécurité nationale. Et cette redéfinition, lente mais profonde, sera l'un des héritages les plus durables de la crise. Pour sortir durablement de la vulnérabilité révélée par l'attaque du 14 août, un plan structuré a été adopté, articulé autour de 5 axes opérationnels. Sous l'impulsion directe d'Ibrahim Traoré, chacun vise à transformer une crise subie en compétences acquises en reliant objectifs mesurables, responsabilités claires et calendrier réaliste. D'abord, sécuriser l'espace numérique. La création d'un centre national de cyberdéfense constitue le cœur de cette démarche. Son mandat ? Surveiller en temps réel les flux sensibles, détecter les anomalies dans les 30 premières minutes et réduire de 70% les vulnérabilités d'ici 6 mois. L'enjeu est d'installer une capacité de réaction autonome et permanente. Ensuite, réformer la gouvernance. Chaque ministère doit désormais publier trimestriellement ses dépenses liées à la sécurité numérique contrôlée par la Cour des comptes. Une chaîne décisionnelle raccourcie est mise en place afin d'éviter les délais critiques observés le soir de l'attaque. Cette transparence vise à reconstruire la confiance institutionnelle. Par ailleurs, diversifier l'économie. Un fonds souverain alimenté par les revenus miniers finance la relance de la production agricole et des services numériques locaux. L'objectif est de réduire la dépendance extérieure et de consolider des secteurs résilients. De plus, renforcer les alliances régionales. Un pacte technologique avec le Mali et le Niger prévoit un réseau de veille stratégique commun ainsi qu'une coopération sur la protection des infrastructures critiques. Cette approche régionale crée une défense collective en matière de cybersécurité. Enfin, éduquer à la vigilance. Des modules de souveraineté et cybercitoyenneté sont intégrés dans les programmes scolaires. La formation des jeunes devient un pilier à long terme, car la cybersécurité s'impose désormais comme compétence civique. Cette feuille de route transforme la crise en point d'appui, et une transition vers une souveraineté qui se construit autant avec la technique qu'avec la conscience collective. Dans le même bunker où le capitaine Sawadogo avait décodé les premières traces de l'attaque, un silence nouveau s'est installé. Les écrans, autrefois saturés d'alertes rouges, diffusent désormais des flux stables. Pourtant, rien n'efface le souvenir de la nuit où tout s'est arrêté. C'est ici que la souveraineté burkinabé a cessé d'être une abstraction et est devenue une responsabilité palpable. Ibrahim Traoré revient souvent dans cette salle, non pour célébrer une victoire, mais pour rappeler à ses officiers que la stabilité reste un équilibre fragile. Chaque lumière qui s'allume dans ce bunker symbolise un choix, celui de regarder l'invisible en face, de ne pas céder à la facilité du déni, de comprendre qu'un pays se défend d'abord par la connaissance. À l'extérieur, la capitale reprend lentement son rythme, les marchés rouvrent, les enfants rient de nouveau, mais ceux qui ont vu la nuit basculer savent désormais que la sécurité n'est jamais acquise. La crise a laissé des cicatrices, mais elle a aussi tracé une ligne intérieure, celle d'un pays qui apprendra à mériter chaque jour le pouvoir qu'il exerce. La sortie de crise ne dépendra jamais d'un seul discours ou d'un seul dispositif technique. Elle reposera sur la capacité de chacun à reconnaître que la souveraineté est un effort partagé, un ciment social aussi fragile que nécessaire. L'attaque du 14 août a rappelé que les frontières d'un pays ne sont plus seulement physiques. Elles s'étendent désormais aux réseaux, aux perceptions et aux gestes quotidiens de millions de citoyens. Dans cette réalité nouvelle, comprendre et débattre devient un acte de défense. C'est pourquoi il importe que les discussions se poursuivent au-delà des cercles institutionnels, dans les écoles, dans les marchés, dans les familles. Les sujets tels que la sécurité numérique, la désinformation ou la résilience communautaire doivent cesser d'être perçus comme lointains. Ils structurent l'avenir du Burkina Faso. Si chacun accepte de prendre part à ce dialogue, alors la reconstruction ne sera pas seulement matérielle, mais aussi morale. Et vous,
Comment imaginez-vous les moyens les plus efficaces pour renforcer la stabilité d'un pays confronté à des menaces invisibles ?